Bon matin sur France 3 Bretagne, j'espère que vous allez bien. On connaît tous quelqu'un qui a régulièrement mal à la tête. Vous faites peut-être partie des 10 millions de Français qui souffrent de migraines, souvent sous-estimée car non mortelle. La migraine est bien une maladie neurologique. Dans certains cas, elle altère la qualité de vie qui peut se transformer en véritable enfer. On en parle ce matin avec nos invités, mais avant, comme chaque jour, partons retrouver Evan. Salut Anne Fantet, bonjour à tous. Anne Fantet, je crois que je ne te l'ai jamais dit, mais tu es une fleur parmi les fleurs. Et ça tombe bien puisque ce matin, je vous emmène découvrir le super monde de Fabienne à Brec, à côté de Brec, qui produit des fleurs coupées made in France. Et ça, c'est super chouette. Bonjour Fabienne. Bonjour Evan. Je suis super content d'être ici. Pour commencer, faisons un petit point sur les fleurs coupées en France. Elles viennent d'où, toutes les fleurs qu'on trouve chez les fleuristes par exemple? Alors 90% des fleurs qui sont consommées en France proviennent de la Hollande ou d'autres pays comme l'Afrique, le Kenya et tout ça. Donc elles viennent par avion et elles sont produites... Voilà, elles sont produites, certaines, il y a des firmes, des entreprises horticoles en Afrique et tout ça, qui produisent des fleurs et elles transitent tous par des grands marchés hollandais. Il y a des fleurs d'Hollande aussi par ces marchés-là et après ils inondent toute l'Europe. Bon, donc on imagine l'impact carbone de ce genre de fleurs. Voilà, il y a des grosses conséquences au niveau carbone, écologique et humaine aussi. Et c'est pour ça que les fleurs coupées françaises, c'est l'avenir. Et vous êtes, comment on dit, floricultrice? Floricultrice, oui. Ah ouais, super, d'accord. Floricultrice, horticultrice. Et alors, là, vous nous avez préparé un petit éventail des fleurs qu'on peut trouver en ce moment. En ce moment, exactement. Derrière vous, les lys qui commencent à arriver, tout doucement, les lys asiatiques. Donc ça, c'est des noms odorants. Comment les bleuets, qu'on trouve de toutes les couleurs, très champêtres, et les astromères. Et ensuite, les roses. Alors, on est en pleine saison dans les roses. Et surtout, elles sentent hyper bon. Ouais, wow. 80% des variétés là sont odorantes. Et des marguerites. Des petites marguerites et les pivoines qui sont les fleurs en ce moment stars du moment de la fête des mères. C'est ça aussi la clé de la réussite pour des roses et pour des fleurs françaises, c'est le respect des saisons. D'ailleurs, à la Saint-Valentin, chez vous, c'est pas la rose qu'on offre. Non, c'est la tulipe. Et oui, c'est logique. Donc voilà, on démarre la saison avec la tulipe et ça tombe souvent au moment de la Saint-Valentin. Bon, tulipe, anémone. On va vous emmener dans l'un des champs de Fabienne qui est juste ici. C'est un champ de pivoine. Vous avez combien de plants? Il y a 300 plantes plantées. Et il se passe combien de temps entre la plantation de, je sais pas, la graine Non, je plante des bulbes qui viennent du Var. Enfin, c'est des bulbes, c'est des racines nues. Et il y a 300 plantes plantées. Il y a 3 ans entre la plantation et la floraison. On a quelques fleurs avant, mais pour vraiment que la floraison démarre bien, il faut 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'ils sont plantés, ceux-là. Ah oui, et comment vous choisissez les variétés? Alors par les couleurs, moi je recherche des hâtives parce qu'on est dans une région que ça arrive un peu plus tard, donc je recherche plutôt des variétés hâtives pour que ça tombe au moment de la fête des mères. Et après les couleurs, j'essaye d'avoir un éventail de couleurs assez large. Privilégier des couleurs douces ou saumonées, ça change. Vous choisissez aussi celles que vous préférez, quoi. Oui, il y a un wow feeling aussi. Après c'est aussi aux gens. On achète très rarement de la pivoine jaune alors qu'on va acheter facilement de la blanche, de la rose. Je sais pas comment on appelle ça, un champ, une planche. Oui, il y a 2 planches de pivoine, ouais. Il n'y a pas que des pivoines, justement. Non, il y a des vivaces, marguerites. Enfin, là, c'est un mélange de vivaces, campanules et tout ça. Et derrière, il y a les dahlias qui sortent. Bon, et maintenant, on va vous emmener dans une de vos serres où vous cultivez des roses. Parce que je me suis toujours demandé comment on cultive des roses comme celle-ci. Et en plus, elles ont des noms assez sympas. Vous pouvez peut-être nous en citer quelques-unes? On a Tabarly, Pierre de Ronsard, Jeanne Moreau, Edith Piaf... Et tant d'autres. Ouais, voilà. plusieurs. Il y en a plein. Il y a Orient Express, Carte d'Or, enfin voilà. Il y a des centaines de roses, donc on va aller vous montrer ça dans quelques instants. Elles sont drôlement bonnes. J'ai hâte de les sentir toutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. C'est une pathologie aux origines mal connues qui altère la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Notre dossier du jour, aujourd'hui, est consacré à la migraine. On regarde ces quelques éléments d'explication et puis on en discute tout de suite après. Oh, c'est ta migraine qui te reprend? Oui, je fais une crise là, c'est horrible. La migraine n'est pas un banal mal de tête. Véritable maladie, elle se caractérise par des crises répétées. Elle touche 12% des adultes et 5 à 10% des enfants, soit 11 millions de personnes en France. Les femmes sont 2 à 3 fois plus concernées que les hommes. La migraine est une maladie neurologique bénigne, mais qui peut gravement perturber la vie quotidienne. Chez 70% des personnes migraineuses, les crises, qui durent de 4 à 72 heures, se répètent de 1 à 4 fois par mois. Elles sont aggravées par l'effort physique, le bruit, la lumière
et s'accompagne de nausées et de vomissements, voire de troubles sensitifs ou visuels. De multiples facteurs peuvent les déclencher, comme le stress, le bruit, l'alcool, le manque de sommeil. Chez la femme, la migraine est souvent rythmée par la vie hormonale. Alors, quoi faire ? Si aucun traitement curatif n'existe, s'allonger dans un endroit calme et sombre et prendre rapidement un antalgique ou dans certains cas un triptan, médicament anti-migraine délivré sur ordonnance, soulage la crise. Et bonne nouvelle, des médicaments prometteurs sont testés à l'étranger. Migraine, quelle prise de tête! C'est le moins qu'on puisse dire. Avec nous sur ce plateau, Karine Colocodé, bonjour. Alors vous êtes migraineuse, vous nous raconterez à l'instant votre expérience. Sabine de Bremaker, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Voix des Migraineux et on parlera espèces protégées. Avec vous, Barbara Dem, vous faites partie de l'association Bretagne Vivante. Bonjour à toutes les trois. Karine Colocodé, vous êtes migraineuse depuis toute petite, mais c'est seulement à 25 ans que vous avez été diagnostiquée. Ça a été un long chemin de croix pour vous. Tout à fait. En fait, quand on est enfant, la migraine se traduit plutôt par des maux de ventre, donc passe un peu inaperçu. Et j'ai été diagnostiquée suite à des maux de tête, donc à 25 ans, où là, après, j'ai suivi en fait le protocole classique, donc médecin traitant qui vous dirige vers un neurologue, après qui vous dirige vers des examens, donc type IRM, qui généralement reviennent clean, puisqu'en fait, vous êtes en bonne santé. Mais vous avez en fait ces fameux symptômes qui sont... Et qu'est-ce qui explique la difficulté de poser ce diagnostic finalement ? Parce qu'en fait, les causes sont réelles et multiples. Donc, il y a une partie hormonale chez la femme, il y a une partie aussi hépatique, il y a une partie aussi héréditaire, puisque moi, mon père était migraineux, ma fille l'est aussi. Donc, il y a un gène quand même qui se transmet. Et puis une partie neurologique en fait avec des déclencheurs qu'il faut en fait isoler et mettre en exergue pour au moins les minimiser et avoir une vie la plus normale possible, on va dire. Alors Sabine de Bremaker, pour ceux qui se poseraient la question, vous portez des lunettes de soleil parce que vous êtes migraineuse et que ça vous facilite un peu plus la vie. Finalement, qu'est-ce qui définit un migraineux, Sabine de Bremaker ? En premier, je voudrais rebondir sur ce que Karine vient de dire. La migraine, c'est une maladie neurologique. C'est vraiment important de le souligner. Il y a plein de... ce qui définit un migraineux, c'est la répétition qui peut se produire plus de 4 fois par mois. Je m'excuse, j'ai un écho. Pas possible. Oui, on vous entend pas très bien. Qu'est-ce qui définit finalement un migraineux, Karine Colocodé ? Ce qu'elle veut dire, Sabine, en fait, c'est que c'est une maladie chronique. Donc, en fait, il y a cette répétition qui est vraiment... qui devient, en fait... qui est neurologique, mais qui devient, en fait, comment pourrait-on expliquer ? Chronique, en fait. Elle est chronique, mais en fait, ça donne une pression, en fait, morale et psychologique, puisqu'en fait, c'est vicieux. Et vous anticipez même les crises parce que vous connaissez votre fréquence. Et en fait, vous vous dites, la semaine prochaine, en fait, quand vous en avez une toutes les semaines, vous dites, je vais peut-être louper ça ou j'aurai ce problème-là. Donc, en fait, ça conditionne toute votre vie comme une épée de Damoclès, en fait. Et vous en faites combien par mois ? Parce qu'il faut savoir qu'une crise de migraine, elle dure 48 à 72 heures. C'est de 4 heures à 72 heures. En fait, un triptan qui est le traitement de la crise, s'il agit vite, en 2 heures, il peut vous soulager. Et une crise migraineuse en tant que telle, oui, c'est de 4 heures à 72 heures. Donc moi, j'en fais actuellement une par semaine. Et là, la moyenne, c'est à peu près 2 jours. Et qu'est-ce qui déclenche vos migraines ? Il y a des moments spécifiques, des émotions particulières qui suscitent la migraine ? Alors c'est vrai qu'au départ, on vous demande de faire un agenda, de retracer en fait ce que vous mangez, à quelle heure vous vous couchez, vous vous levez. Puisqu'en fait, il faudra avoir une vie toute lisse. C'est-à-dire que le week-end, vous ne pourriez pas vous accorder une grasse matinée, par exemple. Les décalages horaires sont très mauvais. Il faudrait avoir la même alimentation. Enfin, il faut avoir des rituels. Donc après, il faut pouvoir adapter sa vie personnelle et professionnelle, puisque les impacts sont très importants. On y reviendra tout à l'heure. Et vous me disiez aussi que même pour des émotions positives, ça peut déclencher aussi une migraine. L'exemple d'un mariage, par exemple. C'est ça. Moi, je sais que le retour de mon mariage, j'avais une migraine. Parce que c'était trop fort, trop intense. Un trop plein d'émotions, en fait. D'accord. Alors, on va écouter des témoignages reçus de nos téléspectateurs, comme celui de Sandrine. Je suis migraineuse depuis l'âge de 17 ans. Je suis suivie par un neurologue avec un traitement en cas de crise et depuis récemment un traitement de fond.
Ces traitements sont relativement efficaces pour moi, mais ce que je trouve étonnant, c'est que quand le diagnostic de migraine est posé, on ne propose essentiellement que des solutions médicamenteuses et trop rarement on cherche à identifier les causes exactes de ces crises. Alors en tant que migraineuse, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on comprenne véritablement le mécanisme de ces migraines et qu'on réussisse à déterminer les causes exactes de ces crises pour éviter d'avoir à ne traiter chimiquement que les effets. Sabine de Bremaker, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sandrine? Est-ce qu'un jour on arrivera à déterminer les causes de la migraine? Une partie. Alors la cause est nous. Il y a de l'explication éclaircie, c'est dû à une unité du cerveau. Réagir et les déclencheurs. On a du mal à vous entendre malheureusement, Sabine, je suis désolée. Karine Colocodé, comment savez-vous que vous étiez migraineuse finalement? C'est parce que votre père l'était, donc ça a été une piste pour vous pour avancer un peu plus vite? Alors ça a été une piste, même si pour lui, à cette époque-là, c'était un peu plus méconnu. Malheureusement, lui, il n'a pas connu les triptans, les traitements de crise, donc il n'avait que des traitements de fond, donc les bêta-bloquants, parce qu'on commence par ça en général. Et en plus, c'était masqué par une sinusite. Donc tout comme moi, les maux de ventre, en fait, quand j'étais enfant, lui, c'était la sinusite qui masquait, en fait, la migraine. Et par quelle étape on passe quand on traverse une crise de migraine? Alors, on a des signes avant-coureurs. Normalement, on doit prendre justement son triptan quand on a les signes avant-coureurs et non pas quand on a le début du mal de tête. C'est trop tard déjà, oui. Voilà, c'est déjà trop tard, puisqu'après, comme on dit, on court après la crise, en fait. Et on n'arrive plus à lui couper le pied. C'est un peu les images que prennent les neurologues. En fait, on peut avoir moi, je sais que je baille, on peut avoir des fourmillements au niveau des mains. Et puis, bien sûr, en fait, on a mal à la tête, quoi. Ça démarre comme ça. Après, ce mal de tête évolue. Moi, je sais que j'ai mal derrière le globe de l'œil. J'ai un peu comme de un peu de l'algie faciale ou de l'hémiplégie, c'est-à-dire que j'ai un peu comme une paralysie en fait de la mâchoire, comme un mal de dents qui se transmet avec une otite. Et parfois, quand l'intensité est très très forte, en fait, ça change de côté en fait. D'accord. Et dans ces cas-là, tout s'arrête pour vous. Vous ne pouvez plus vivre normalement. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans le noir, comme on l'a vu dans notre reportage, les yeux fermés. Alors, des fortes intensités, vous n'avez pas le choix que de vous alité, puisque là, tout vous gêne, le bruit, la lumière. Moi, j'arrive même plus à m'alimenter, en fait. Même ingérer des médicaments, et c'est pour ça que ce serait intéressant de le voir. Là, il y a des nouveaux traitements de fond qui sont par voie injectable. Ça peut être bien, puisque parfois, ce côté hépatique, justement, on n'arrive plus à les ingérer, quoi. Alors, pour nos téléspectateurs qui découvrent un petit peu l'univers de la migraine, il existe 2 traitements. Vous parliez donc de traitements de fond et des traitements dits de crise. Quelle est la différence entre les deux, pour qu'on comprenne bien? Alors, en fait, quand on a un certain nombre de crises, la fréquence justifie de mettre en place un traitement de fond. Et autrement, il y a des gens qui ont que des crises en fait épisodiques parce que ça va être par exemple un départ en grandes vacances, vous voyez, un changement de rythme ou une très grosse fatigue parce que de par votre calendrier, vous allez avoir un événement particulier et donc vous avez des migraines en fait très isolées qui ne nécessitent pas de traitement de fond. Après, c'est la fréquence et l'intensité aussi qui nécessitent de mettre en place un traitement de fond. Alors j'imagine que vous en avez essayé des traitements. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous en ce moment en tout cas? Alors, on a la chance d'avoir les anti-CGRP, donc depuis 2 mois. Donc, il y a cette mise sur le marché, même si on attend le remboursement. Donc, c'est une vraie révolution. C'est 35 ans de recherche. Donc, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait rien eu en traitement de fond. Moi, personnellement, j'ai 23 années de migraine, donc je n'avais rien eu de nouveau. Comme on a eu les triptans, en fait, il y a une vingtaine d'années qui, chez moi, ont fonctionné pendant 15 ans. Quoi. Alors, comprends bien en écoutant vos témoignages qu'il faut apprendre à vivre, entre guillemets, avec cette maladie. En quoi ça impacte votre quotidien? Je pense notamment au travail, à la vie de famille. Alors, c'est une maladie chronique et c'est une maladie quotidienne parce qu'il y a les crises, mais entre les crises, malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas sauter, je peux très peu courir, je suis gênée par exemple, les dénivelés. L'humidité, je ne peux pas mettre non plus ma tête sous l'eau, enfin, etc. Et quand ma fille était petite, c'était plus préjudiciable puisque je devais gérer ma fille. Et j'ai une image en fait très forte que j'ai encore en moi, donc qui m'a vraiment marquée, où j'avais une très très grosse intensité. Mon mari était itinérant. Et je ne pouvais plus, en fait. On prend sur soi. Et là, il fallait vraiment que je m'alite. Et j'ai cette image, et je vais fermer les yeux, parce que c'est comme ça que j'ai cette image. C'est en fait, je prends ma fille comme ça sur le lit, et je la tiens comme ça, parce que je ne peux plus. Quoi. Il faut que je me repose. J'ai personne, je n'ai pas de famille. Je ne pense pas appeler un voisin ou autre, parce qu'on n'a plus de force, quoi, en fait.
Et j'ai pas d'autre Et solution. vous me disiez en préparant cette interview, on n'en meurt pas de la migraine, mais on en crève. Ouais. Alors, la voie des migraineux, eux, c'est survivre pour vivre, parce qu'effectivement, c'est pas une maladie mortelle, mais en fait, elle a tellement de répercussions tous les jours, et même sur des choses même positives, c'est fatigant moralement, en fait, quoi. Alors d'ailleurs, dans l'association La Voix des Migraineux, on ne peut plus avoir Sabine avec nous en direct. Ils se battent pour faire reconnaître la migraine comme une maladie longue durée. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est important, ça ? Je pense que c'est une reconnaissance aussi vis-à-vis du travail. On n'a pas forcément la faculté d'en parler à son employeur. Peut-être par honte, peut-être parce qu'il y a une méconnaissance. Parfois, on n'est pas pris au sérieux aussi, parce que les gens pensent que c'est un simple mal de tête et qu'on exagère un peu aussi. Alors après, on a quand même de l'absentéisme, donc forcément, on s'en rend compte à un moment. Et les gens qui vous côtoient dans votre périmètre proche, ils voient bien, vous avez tellement de douleurs que, moi, je sais que j'ai le masque. En fait, on a une pâleur, on est marqué, parce que combien de fois on vient au travail, on a pris notre triptan, alors qu'on ne devrait pas, parce qu'on n'a pas le droit de conduire. Mais en fait, on essaye. Parce que moi, personnellement, j'essaye d'avoir le dessus sur cette maladie. Ce qui me sert et qui me dessert, d'ailleurs, parce qu'en fait, je suis en sur-régime. Et on ne remet... moi, en tant que migraineux, je ne remets jamais à demain ce que je peux faire aujourd'hui, parce que peut-être que dans 5 minutes, même s'il y a des fréquences quand même observées, peut-être dans une journée, dans une semaine, je ne sais pas comment je serai. C'était pas sûr que vous puissiez venir, parce que si vous aviez une migraine, ça allait être compliqué. Et le fait d'adhérer à l'association La Voix des Migraineux, qu'est-ce que ça vous apporte finalement ? Alors déjà, une connaissance, notamment, vous voyez, avec le traitement des anti-CGRP, elle a posté, moi j'ai envoyé un email direct à ma neurologue à Paris, qui m'a répondu dans la journée, donc elle a super bien joué le jeu. Et en fait, on a accès à l'information. Parce que avant les anti-CGRP, moi j'étais rentrée dans un essai clinique, mais j'avais loupé les anti-CGRP parce qu'il y a eu un essai. Et donc rester en veille, en tout cas, sur ces questions-là. On va écouter Emmanuelle, qui est elle aussi migraineuse, qui nous explique les pratiques qui la soulagent. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Giordano, j'ai 45 ans et je vis avec la migraine depuis l'âge de 13 ans. Voilà. Il y a 3 ans de ça, j'ai arrêté tous les traitements sur le conseil de ma neurologue qui m'a dit que ça servait plus à rien. Donc ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis dit que le stress a un rôle super important dans le rôle de la migraine et je me suis mis au Reiki. Le Reiki est une thérapie douce qui prend en charge le mental, le physique, les émotions. Et moi ça m'a super aidé. Maintenant quand j'ai une migraine qui arrive, écoute, ça va faire 2 ans que je n'ai plus de migraine. Je ne développe plus de migraine grâce à la gestion de mon stress. Le stress est fondamental dans la gestion de cette maladie. La médecine dite naturelle, est-ce qu'elle peut faire partie du soin ? Est-ce que vous avez, par exemple, complété Oui. Les médecines alternatives, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer de chimie. Mais justement, pour essayer d'avoir un impact, nous, à notre niveau, alors la maladie a un impact sur nous, mais sinon on veut avoir un impact sur la maladie, il faut essayer justement de gérer son stress, même si, comme le dit Sabine, et je suis d'accord avec elle, c'est une maladie neurologique, donc il ne faut pas tout mettre derrière le stress non plus. Ça nous aide justement à accepter et avoir une autre vision sur la maladie et sur la douleur aussi. Et qu'est-ce que vous avez essayé, vous, par exemple ? Alors j'ai essayé l'acupuncture, l'hypnose, l'acupuncture sous hypnose, le MDR... la micro-kinésiologie, beaucoup de choses en fait, la méditation dernièrement. Et vous disiez que votre père était migraineux, vous l'êtes, votre fille aussi. Qu'est-ce qui peut changer à l'avenir pour une meilleure prise en charge de votre fille ? Il nous reste 1 minute. C'est l'accès aux soins. Donc c'est vrai que chez les enfants, je dirais que c'est encore plus compliqué, mais là je compte aussi sur la Voix des Migraineux qui l'a dans son topic, en fait, qui va faire un focus sur les enfants et même sur après les jeunes adultes, parce qu'ils n'ont pas accès en fait. Les triptans, avant, on ne pouvait pas les donner avant 16 ans. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont un peu rédhibitoires. Sabine de Bremaker, il nous reste 30 secondes. Un dernier mot, malheureusement, nous n'avons plus le temps. Si vous aviez un message à faire passer. Un message, c'est que le Botox a été validé à la NSM mardi et que nous agissons pour de nouveaux traitements qui devraient, je l'espère, être remboursés. Ils sont remboursés dans 16 pays d'Europe et nous agissons au niveau politique et médiatique pour obtenir les anti-CGRP. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir témoigné à ce sujet, d'avoir apporté votre éclairage ce matin. Je vous propose à présent d'aller retrouver Evan, direction Brèche. Ça sent vraiment trop bon. Si vous venez nous rejoindre, on est à Terre de Fleurs, à Brech, avec Fabienne qui produit notamment des roses made in France. Vous pouvez nous présenter les variétés que vous nous avez mis ici en Alors, on a expo. Édith Piaf, Carte d'Or, il y a Charles de Gaulle,
Mademoiselle Meillan, Pierre de Ronsard, Marcel Pagnol, Orient Express. Et elles sentent toutes hyper bon et chacune une odeur différente. Exactement, pas toutes, mais 80% des roses sont odorantes. Bon alors, je me suis toujours demandé comment on produisait des roses, et bien ça tombe bien puisqu'elles sont produites juste dans cette serre. Vous allez nous expliquer comment se passe tout le cycle de culture. Ouais. Alors allez-y, on vous écoute. Alors moi, c'est des roses qui sont cultivées en pleine terre, que j'ai achetées normalement pour à vie, quoi. Enfin, à vie, c'est des couleurs qui vont changer, qui feront que je les arracherai. Et donc, au niveau de la cueillette, j'attends que la fleur soit vraiment décollée pour la cueillir. Après, ça dépend le moment de la semaine. Alors, c'est dingue parce qu'il n'y a pas une tige et une fleur, il y a plusieurs boutons. Chez les gros rosieristes qui font de la culture hors sol, souvent on éboutonne en fait. Tous les boutons là seraient enlevés pour garder qu'une fleur pour qu'elle soit très grosse. Mais moi, je ne fais pas ça parce que je n'ai pas intérêt forcément d'avoir une grosse fleur. L'idée, c'est d'avoir plein de jolies fleurs et de choisir plus le moment où je vais l'accueillir pour mes marchés. Du coup, pour vos clients, c'est carrément radin malin parce que pour le même prix, on a une tige avec on a plus de petites fleurs, exactement. Ouais. Oui. Et alors, vous parliez de rosiers en pleine terre, ça veut dire que la plupart des roses sont cultivées hors sol? Oui, alors chez les gros rosieristes, tout est cultivé en hors sol, soit sur des pins de laine de roche, en sol inerte. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu choisir que des variétés de jardin, donc c'est des variétés qu'on retrouve de chez Meillan, qu'on retrouve dans les jardineries et tout ça, parce qu'il n'y a aucune recherche aujourd'hui qui est faite pour faire de la fleur coupée en pleine terre, sous abri, pour des petits floriculteurs comme nous. Et est-ce que ça amenait à changer, mais... On espère que ça évoluera dans ce sens-là. Ça évolue après. Et ça, c'est aussi le rôle des consommateurs d'encourager justement la production de fleurs françaises. Oui. Et c'est comme ça que ça se développera. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que vos serres, elles sont chauffées? Mes serres ne sont pas chauffées et je récupère tout l'eau de pluie. C'est un bitunnel, donc il y a une gouttière au milieu qui récupère tout l'eau de pluie. Il y a une grande réserve au fond. Donc je stocke l'eau de pluie de l'hiver pour arroser tout l'été. Je complète par mon puits. Donc pas d'eau de ville d'utiliser. Et est-ce que vous avez des nuisibles sur les roses, par exemple? Oui, les rosiers sont un peu embêtants, ça. Ouais, il y a des pucerons. Ah, et comment est-ce qu'on lutte contre les pucerons? Il faut que j'attende que les nuits se réchauffent, là, mais ça va être bon. Donc là, je vais pouvoir commander des auxiliaires qui vont parasiter le puceron, qui pondent à l'intérieur du puceron, et le puceron meurt, en fait. Donc il y a plusieurs, c'est un cocktail d'auxiliaires, il y a plusieurs auxiliaires qui sont... Les auxiliaires, c'est des mini-insectes. Voilà, qui vont lutter contre le puceron. Donc il y aura toujours un petit peu de puceron, mais il y aura les auxiliaires et il n'y aura pas d'invasion de pucerons. Ils créeront un équilibre. Bon, cette rose-là, elle sent? C'est trop... Oui, Edith Piaf, elle sent très bon. Trop bon. Ah, j'en prends une pour ma grand-mère. Bon, on va se retrouver dans quelques minutes pour parler de la journée nationale des fleurs françaises, c'est ça? Oui, exactement. Où vous allez pouvoir peut-être trouver des bouquets de fleurs disséminés un peu partout autour de chez vous. On vous en dit plus dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant à notre volet emploi. Ce matin, immersion dans le quotidien d'une assistante de régulation médicale. Voici le portrait de Lucille. Bonjour madame, c'est le SAMU au téléphone. Alors, donc si j'ai bien tout compris, vous avez une douleur au niveau de l'estomac depuis une semaine et c'est connu, c'est ça? Je m'appelle Pascaline, j'ai 23 ans et je suis assistante de régulation médicale. En tant qu'assistante de régulation, on est les premiers interlocuteurs que vous avez au téléphone quand vous composez le 15. J'aurais aimé avoir ton avis. J'ai un monsieur de 48 ans, il est Covid positif depuis 6 jours. Il se plaint d'une douleur thoracique qui augmente à l'inspiration, une douleur qui est déclenchée par de fortes toux. C'est les médecins qui régulent les appels et c'est eux qui nous donnent la décision. Par le biais du dossier de régulation, on le renvoie, nous le renvoient avec leur décision. Là, je veux une ambulance, là, je veux les pompiers, là, je veux un SMUR. La dame est en pleurs et assez angoissée par ce qui lui arrive. Il y a des appels où tout de suite il va y avoir une détresse, il n'y a pas de temps à perdre. On envoie les secours tout de suite, on ne prend pas le temps d'en parler au médecin pour éviter justement la perte de temps et que les secours arrivent rapidement sur place pour prendre en charge le patient. On a eu une notion d'agression. C'est un peu tendu sur place. T'as un équipage au départ ? Les forces de l'ordre, on va les appeler quand la situation sur place est un petit peu délicate ou sur les accidents de voie publique. On travaille avec les pompiers, donc que ce soit le centre de traitement des alertes ou les pompiers qui partent sur le terrain. On travaille également avec la plateforme des SOS médecins. On a énormément d'interlocuteurs au quotidien. Respirez calmement, on va faire le point avec le médecin, on va venir vous aider madame, d'accord ? Parfois, on a la vie des gens entre les mains, quoi. Et il faut percuter rapidement. Parfois, c'est compliqué parce que les gens sont paniqués. Il y a une réelle détresse. Ça peut toucher des personnes de tout âge. Donc, des nouveau-nés, des enfants. Il faut être bienveillant, il faut les rassurer et leur parler calmement.
Parfois, il y a des appels, c'est compliqué. Il y a des moments où j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de souffler. Moi, personnellement, quand ça touche les enfants, j'ai un peu plus de mal. Il y a un médecin qui va vous rappeler sur le téléphone pour faire le point avec vous, d'accord ? Tout à fait. Je vous en prie, madame, bon courage. Au revoir. On s'ennuie pas, il n'y a pas de routine. Et c'est l'urgence, c'est l'aide à la personne. Quand il y a une vraie détresse, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et les gens, au moment de raccrocher, ils me disent merci, madame. Ouais, ça fait plaisir. On aide les gens, on se sent utile. C'est bien le portrait de Pascaline et non Lucille, comme dit précédemment. Pour en savoir plus sur les formations et les débouchés, Lionel Leborgne, bonjour. Bonjour Anne Fanté. Alors vous êtes conseiller Pôle emploi à Rennes, on vient de le voir. L'auxiliaire de régulation médicale est un maillon important de la chaîne des secours. Hein. Tout à fait. Alors c'est un maillon essentiel de la chaîne des secours qui travaille sous la responsabilité du médecin régulateur. Son rôle, c'est de réceptionner les appels reçus, identifier l'appelant et il localise au mieux le lieu de chaque intervention. Et quelles sont les formations obligatoires pour exercer le métier ? Alors depuis 2019, il y a une formation diplômante de niveau bac qui est obligatoire. Elle peut se faire en formation initiale, en formation continue, en VAE ou alors en apprentissage. Pour cela, il faut être âgé de 18 ans au moins, être titulaire d'un bac ou niveau équivalent, ou avoir 3 années d'expérience professionnelle à temps plein. Et la sélection se fait sur dossier et entretien. Et j'imagine qu'il faut aussi beaucoup de sang-froid dans ce métier au quotidien, et ça demande aussi un certain nombre de qualités humaines. Ouais, en tout cas, les compétences requises pour ce métier, en priorité, c'est une forte capacité de concentration, une bonne gestion du stress et savoir être bienveillant et accueillant lors des appels entrants reçus par le 15. Et quels sont les salaires dans la profession pour finir ? Alors concernant les salaires, l'ARM c'est un agent qui relève de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Donc son salaire varie en début de carrière de 1 800 à 3 200 € brut en fin de carrière. Et l'évolution principale consiste à devenir superviseur de centre d'appel médical. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions. À bientôt. On ouvre à présent notre page Solidarité. Ce matin, on vous propose, si le cœur vous en dit, de vous engager bénévolement dans le soin aux animaux sauvages. C'est notre idée du jour. Oh le pauvre lièvre, il a dû être percuté par une voiture. Appelons un refuge pour savoir quoi faire. Bon réflexe, porter secours à un animal sauvage nécessite de prendre quelques précautions. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soin aux animaux, votre aide peut être précieuse pour conforter le travail des refuges de faune sauvage. Partout en France, ces refuges ont recours à des bénévoles, par exemple pour le rapatriement des animaux lorsqu'un particulier signale une bête en détresse. Vous pourrez aussi nourrir, biberonner, donner les soins courants et aider à l'entretien. Des professionnels vous formeront et vous encadreront. C'est ce que fait Kylian depuis 1 an pour son plus grand bonheur. Pour un passionné d'animaux comme moi, c'est un vrai plaisir de donner mon temps. Alors mes missions sur le centre peuvent être diverses. Je peux nettoyer des bacs pour les animaux. Je peux préparer des gamelles, procéder à quelques soins éventuellement, peser les animaux pour suivre leur état de santé. Ça m'a pas rapporté de l'argent, certes, mais ça m'a rapporté plus, donc des connaissances dans le domaine animalier ou même médical. Et surtout, le plus important dans le bénévolat, je pense, ça m'a permis de me sentir utile. Si vous aussi vous avez envie de prendre soin des animaux sauvages, proposez votre aide à un centre de soins de la faune sauvage. Et depuis plus de 60 ans, l'association Bretagne Vivante se mobilise pour protéger la faune et la flore, entre autres. Barbara Dem, vous êtes chargée de communication dans cette association. Alors, vos champs d'action sont vastes, mais en ce qui concerne la faune, vous vous intéressez particulièrement aux espèces protégées. Pourquoi ? Effectivement, on s'intéresse aux espèces protégées. Déjà parce qu'elles sont nombreuses en Bretagne. Toutes les chauves-souris sont des espèces protégées. Beaucoup d'amphibiens, beaucoup de reptiles, beaucoup d'oiseaux aussi. Donc forcément, quand l'espèce est protégée, c'est qu'elle est menacée, soit de déclin ou alors qu'elle a un impact sur son environnement. Okay. Mais Bretagne Vivante s'intéresse aussi à la faune ordinaire, ce qu'on appelle la faune ordinaire, parce qu'elle aussi, elle est impactée par la dégradation de l'environnement. Vous faites ce qu'on appelle aussi des inventaires. En quoi ça consiste ? Alors, un inventaire, c'est tout simple. Il s'agit de compter le nombre d'individus d'une espèce. Donc on le fait sur différentes périodes pour pouvoir évaluer la population globale. On le fait sur les oiseaux, sur les phoques. Et un inventaire, on peut aussi suivre les couples reproducteurs. Donc pour les oiseaux, par exemple, on va suivre un couple, le nombre d'œufs qui pondent, le nombre de poussins qui éclosent.
Et on va pouvoir comme ça vérifier que le renouvellement des générations et que la population se porte bien puisque les générations se renouvellent. Alors, on parlait de quelques exemples. D'abord, le gravelot à collier interrompu. Déjà, on va le voir à l'image. Quels sont les enjeux autour de cette espèce, par exemple ? Alors le gravelot, c'est une espèce qui est rare, protégée et menacée en Bretagne, pour la simple et bonne raison que c'est un petit oiseau, vous voyez, qui niche à même le sable, à même le sol, sans nid, et sur le haut des plages. Donc le haut des plages, c'est assez fréquenté, les chiens s'y promènent, les promeneurs aussi, donc souvent on écrase les œufs. Donc là, vous voyez, si on ne sait pas que c'est un nid, on peut pas le deviner. Ah bah oui, c'est sûr que je pense qu'on a dû en écraser un certain nombre, c'est tous. Ça. Donc il y a vraiment plusieurs enjeux sur cette espèce, à la fois pour faire en sorte qu'elle continue à perdurer sur notre littoral, et c'est une espèce qui est vraiment importante autour de l'écosystème du littoral, puisqu'elle se nourrit au niveau de la laisse de mer, au niveau des algues, et elle niche dans le haut des dunes. Donc quand on protège le gravelot, on protège aussi tout cet espace naturel qui est le littoral. Alors, il y a d'autres espèces qui attirent votre attention. Il y a les sternes ou encore la mulette perlière des rivières. C'est ça, la mulette perlière, c'est une petite moule qui est dans les rivières et qui crée des perles. Et cette espèce, en fait, de la même manière que le gravelot est autour du littoral, la mulette, elle est vraiment présente, donc très très peu en Bretagne. C'est une espèce qui est quasiment disparue. Elle a besoin de rivières qui ne sont pas du tout polluées, de sols riches et de poissons. Donc forcément, s'il y a des mulettes dans des rivières, on sait que la rivière est en bonne santé, on sait que l'habitat, que l'écosystème est vivant. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette espèce. Alors, ce qui est important pour vous aussi, c'est on pense bien évidemment aux espèces, mais il faut aussi penser à leur habitat. Pourquoi ? C'est ça, parce qu'en fait, protéger l'espèce, c'est bien, mais finalement, l'habitat, c'est mieux, puisque c'est tout un écosystème qui va permettre aux animaux et à la biodiversité de se nourrir, de se reproduire. Donc se focaliser sur une espèce, en fait, c'est se focaliser sur son habitat, puisque autour de ça, il va y avoir de quoi manger, des habitats pour se protéger. Donc c'est important de préserver la bonne santé de manière générale de nos littoraux, de nos forêts, de nos sols. Et comment on sensibilise les personnes qui ne sont pas pour la biodiversité ou qui s'y intéressent pas tout simplement ? Déjà, en leur expliquant que la biodiversité, c'est nous. L'humain fait aussi partie de la biodiversité. Et puis, il y a rien de plus chouette que de se promener en forêt et d'y voir de la vie, de se promener sur les côtes et de voir de la vie. Donc, parfois, il suffit simplement de dire ça, c'est un oiseau, il est en train de nicher sur le sable, laisse-le tranquille, observe-le de loin, profite du spectacle puisqu'il existe encore. Ce serait quand même dommage qu'il n'existe plus dans 10 ou 20 ans. Donc, le premier conseil, la première façon de sensibiliser les gens, déjà, c'est de se mettre en position d'observateur. Observateur respectueux, et quand on observe, on n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie de détruire quelque chose qui est vivant. Alors 400 bénévoles se mobilisent dans votre association. Est-ce que vous avez des besoins particuliers en ce moment et quelles sont les tâches qu'ils peuvent mener ? Alors, on a 400 bénévoles. Déjà, la première chose à faire, déjà, quand on veut soutenir l'association, c'est d'adhérer à l'association, parce qu'être bénévole, c'est un peu l'étape supérieure. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de tâches, de compétences particulières pour être bénévole à Bretagne Vivante. Nos actions, elles sont assez diverses, donc il va s'agir de connaître la nature, donc de faire des inventaires, d'aller suivre des espèces. Et même quand on n'y connaît rien, on peut venir. Absolument. Ouais, c'est au contraire, c'est exactement, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de se former, d'être justement un observateur un peu plus aguerri que les autres. Il y a aussi, on fait beaucoup de travail autour de la gestion de ces réserves naturelles, puisque une fois qu'on sait qu'il y a des espèces à protéger, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les protéger ? Donc on a tout un réseau de 135 sites protégés. Donc là, il faut les gérer, il faut couper l'herbe quand il faut couper l'herbe, par exemple. Et puis au-delà de ça, il y a aussi tout plein de gens qui peuvent tout simplement nous aider avec des compétences de communication, des compétences d'illustration ou tout simplement de la bonne volonté. Grosso modo, tout le monde peut intégrer Bretagne Vivante. On l'a compris. Merci Berbar Adem pour cet éclairage. Allez, partons jeter un dernier coup d'œil du côté de Brèche. Où nous attend Evan ? C'est toujours à Brec, à côté d'Orèche et Terre de Fleurs, où Fabienne produit des fleurs coupées françaises, et c'est suffisamment rare pour le souligner. On a vu des pivoines, des roses, mais vous ne produisez pas que ça. Non, je fais des alströmers, des frésias, des renoncules. Les fleurs changent selon les saisons. Donc c'est en été qu'on retrouve le plus de fleurs, mais autrement, voilà. Et vous avez 1, 2, 3 serres ? Oui. Et des espaces aussi en plein air, comme ça. Exactement. J'ai à peu près 1500 m² de vivaces et à peu près 1000 carrés de plantes pour cet été. Tournesol, fleurs séchées, il y a plein de choses. Comment vous êtes devenue floricultrice ? Comment je suis devenue floricultrice ? Je suis tombée amoureuse de la fleur coupée en stage de bac pro. J'ai fait un BEP, un BEPA agricole, un bac pro horticole et un BTS horticole. Et j'ai même fait un CAP fleuriste par la suite pour comprendre comment fonctionnait la fleur coupée. Et je suis tombée amoureuse de la fleur coupée en bac pro et j'ai dit c'est dans ça que je veux continuer. Soit j'enseignais à 20 ans, j'avais soit envie d'enseigner l'horticulture, soit de m'installer à mon compte. Et donc vous avez choisi de vous installer. Est-ce que c'est simple de se lancer dans ce domaine-là ? Alors simple, non. L'accès au foncier est très compliqué. Trouver de la terre agricole, c'est très difficile. Et puis en tant que femme, avoir un prêt, ça n'a pas été évident.
du tout. L'avantage, c'est aussi que vous n'êtes pas toute seule. Vous me disiez hors antenne qu'il y a un collectif de producteurs de fleurs françaises. Oui, qui s'est créé il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans. Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? On essaie de promouvoir la fleur locale et de saison, enfin, un peu comme le slow flower dans les pays britanniques. Et le 27 juin, on organise la journée mondiale de la fleur française. La journée mondiale, journée oui, ça, pourquoi pas. Pas mondiale, non, la journée nationale de la fleur française. Et en fait, plusieurs floriculteurs comme moi et ou fleuristes qui travaillent 50% de fleurs françaises vont disperser comme des œufs de Pâques dans leur commune à côté de chez eux, des petits bouquets pour faire connaître la fleur locale. Comment on fait pour savoir où seront dispersés ces petits bouquets? Sur le site du collectif de la fleur française, normalement, ils vont faire une carte qui recense déjà tous les floriculteurs qui adhèrent au collectif de la fleur française et tous les fleuristes qui travaillent avec la fleur française. Ouais. Et il va y avoir une carte interactive qui va permettre de voir qui participe et comme ça on peut savoir où les trouver. Et où les trouver. Justement, comment est-ce que nous, consommateurs, on peut encourager le développement de la filière de fleurs coupées en France? Est-ce que vous avez un label? Est-ce que justement sur ce site on peut trouver les revendeurs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur ce site vous retrouvez la carte aussi. Tous les floriculteurs. Donc, et comment on peut l'encourager? En consommant de la fleur française, tout simplement. Oui, c'est comme tout. Donc, et si on est à l'échelle locale, où est-ce qu'on peut trouver vos fleurs à vous? Alors, mes fleurs à moi, je les vends sur le marché d'Auray, le marché de producteurs, le vendredi matin. On a préparé d'ailleurs des petits bouquets pour montrer ce que vous vendez. Alors, du bleuet, de toutes les couleurs et des astromères. Et donc le vendredi matin sur le marché de producteurs d'Auray et à Auray et à Quiberon le samedi matin. Et autrement, j'ai 4 magasins de producteurs où je fais des dépôts-ventes. Donc il y a Petits Fruits et Compagnie à Baden, il y a les Vergers de Kerbelec à Brec, il y a Pleine Campagne à Brec-Auray et les Jardins du Pénère à Mériadec. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos pour retrouver les fleurs de Terre de Fleurs dans le Morbihan et puis peut-être qu'autour de chez vous aussi dans les autres départements bretons il y a des producteurs de fleurs. Vous en connaissez d'autres en Bretagne? Ah oui, il y en a plein en Bretagne. Il y en a plein? Ah bah super. Oui, il y a Séné, il y a Nathalie Caudal, les Fleurs du Temps, enfin il y en a plusieurs en Bretagne. On va faire un petit tour sur internet sur cette fameuse carte. Collectif de la fleur française, vous en retrouvez plein autour de chez vous. On compte sur vous pour faire fonctionner à fond la filière de la fleur coupée française. Et moi, je vais en profiter pour te ramener un petit bouquet de fleurs NFanté. Elles sont belles, hein? Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Ensemble, c'est mieux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain à la même heure, au même endroit. Très belle journée sur France 3.